Bonjour, bonjour à tous. Donc bienvenue, merci beaucoup de participer à cette conférence sur la place de France 2030 dans le paysage des aides publiques en 2025. Pendant les 45 minutes qui vont devant nous, 40-45 minutes, nous allons essayer de vous éclairer sur 3 grands items. Pourquoi et comment construire une stratégie de financement public à 12-36 mois, l'importance des financements publics dans le plan de financement des projets à impact, et le dernier point sera la question du financement public, financement privé, cette complémentarité qui est intéressante à construire. Nous sommes aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir effectivement 3 invités, que sont Charline Rico à ma gauche, Ronan Berger-Lefébure également à ma gauche, et Nicolas Requier-Argenson à ma droite. Charline, vous êtes directrice des financements structurés chez TSE. TSE, une entreprise qui grandit, grossit vite, créée en 2016, vous êtes aujourd'hui 270 collaborateurs, et l'entreprise est spécialisée sur des questions de photovoltaïque, d'agri-photovoltaïque, avec une croissance relativement importante, on y reviendra tout à l'heure. Ronald, vous êtes présent avec nous aujourd'hui, vous êtes le président fondateur de Youmtech. Vous avez développé et conçu un système d'analyse chimique in situ en temps réel qui permet, si j'ai bien compris, d'aller 10 à 30 fois plus vite qu'une analyse en laboratoire. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Et vous êtes également membre de Start Industry que vous nous faites le plaisir de représenter aujourd'hui. Start Industry étant une organisation qui représente les startups industrielles françaises. Nicolas, vous êtes directeur associé et operating partner chez Ciparex. Ciparex est un des acteurs français leaders du private equity en France, avec plus de 200 startups, ETI, PME accompagnées et plus, si j'ai bien compris, de 4 milliards d'euros sous gestion. Pour ma part, je suis directeur du développement d'ABF Décision, on va y revenir juste après, et je suis accompagné d'Alexandre Parlarieux. Alexandre est notre responsable du développement sur les parties Europe et projets collaboratifs. En quelques mots sur ABF, nous travaillons exclusivement les questions de financement public aux entreprises, mais également les associations. Nous sommes présents sur tout le territoire national. On a un précepte qui est de travailler ce qu'on appelle en stratégie de financement public, mais on va y revenir juste après. Et ce sont plus de 300 millions d'euros d'aides sur lesquelles on a pu travailler en 2024, sachant que si on s'arrête juste sur France 2030 représente à peu près 20% de l'activité, donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à côté. C'est pas le bon bouton. Alors, sur cette première question de la stratégie de financement public, ce sera notre propos introductif. Pourquoi on parle de stratégie de financement public ? Il faut bien comprendre qu'il y a un précepte premier qui est important et qui prévaut sur tous les autres, c'est qu'en Europe, l'aide publique est interdite pour des raisons de distorsion de concurrence. Donc l'Europe a bien contraint et fermé le sujet en interdisant l'utilisation de l'aide publique vers des porteurs privés. Mais elle a également prévu des cas dérogatoires. Et pour manipuler ces cas dérogatoires qui ne sont que des règlements juridiques, il faut comprendre qui est le porteur de projet et quels sont ces projets à plus ou moins long terme. Et c'est quand on arrive à décrypter effectivement qui est le porteur de projet et les projets qu'il porte qu'on va réussir à les comprendre et les traduire au regard du droit européen, ce qu'on appelle les RGEC. Alors, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, les régimes notifiés. Ce sont des véhicules juridiques que doivent appliquer les financeurs publics quand ils vont soutenir une entreprise, un projet. Ils ne peuvent pas le faire sans respecter ces contraintes normatives. Dans ces contraintes normatives, on va y retrouver la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la localisation géographique, la nature du projet. Est-ce qu'on parle d'un projet d'R&D, d'innovation, avec des impacts environnementaux, avec une question de transition écologique, de décarbonation, de développement international? Est-ce que l'entreprise, elle fait seule ou en collaboration ce projet? Ce sont les contours effectivement de ce projet qui vont nous permettre de les décrypter et seulement après de les emmener vers les financeurs publics au regard de différents outils, des dispositifs, des appels à projets. Ces financeurs publics, on va le voir juste après, sont très nombreux et les formes d'aide sont également différentes. On peut parler de subventions, de crédits d'impôt, de prêts, d'avances remboursables en cas de succès, d'avances remboursables avec abandon de créances. Voilà, il y a différentes choses qui peuvent se faire. Et c'est bien en raisonnant, en anticipant les formes d'aide et la possibilité de cumuler ces aides les unes aux autres
qu'on va pouvoir construire une stratégie de financement public qui va être au service de la stratégie de financement globale de l'entreprise et de ses projets. C'est pour ça qu'on parle de stratégie de financement public, parce qu'on ne va pas pouvoir aller juste vers un financeur public pour lui dire « j'ai tel projet, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Non, il faut d'abord bien regarder si les prérequis sont présents et si au niveau normatif, on va pouvoir être accompagné. Sur la question des financeurs publics, on disait qu'ils sont très nombreux. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur les guichets en tant que tels, je vais juste m'arrêter sur les gros blocs. Le bloc européen, avec plus de 1835 milliards d'euros sur 2021-2027. Une grande partie de ces fonds, il faut aller les chercher directement auprès de la Commission sur des projets collaboratifs ou individuels, on le verra tout à l'heure. Et vous avez un bloc de ces fonds qui sont confiés aux régions, et chaque région est autorité de gestion sur son bloc, et chaque région a ses propres dotations et fonctionne différemment. Je ne vais pas le développer aujourd'hui, ça serait un peu trop long et trop technique. Et à côté de ça, vous avez le bloc étatique avec l'État français et ses agences. L'État français ayant différents grands plans, différentes choses qui alimentent effectivement les agences d'État, qui elles aussi vont être en capacité d'intervenir pour soutenir des projets. Étant entendu que quand on a un projet et qu'on va parler à l'agence de l'eau, aux voies navigables fluviales de France, à l'ADEME ou l'agence bio, le projet et les attendus ne seront pas les mêmes, donc il faut savoir les anticiper. Et à nouveau, on revient à cette logique de stratégie de financement public. Je vais tout de suite, une fois qu'on a bien compris l'articulation générale de l'ensemble, vous comprenez pourquoi il faut anticiper le sujet et pouvoir anticiper les possibilités de cumul, mais je vais tout de suite me tourner pour une première question vers vous, Nicolas. Vous avez une activité donc, de private equity, d'investisseurs. Vous avez des entreprises que vous accompagnez. Souvent, elles utilisent peut-être un dispositif qui est le crédit impôt recherche, mais peut-être aussi d'autres. Comment vous le constatez, comment vous le voyez dans l'activité ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, en tant que fonds d'investissement français, on est extrêmement attentif à la structuration des financements. C'est une de nos raisons d'être. Et peut-être un mot quand même avant de parler des autres dispositifs. Le CIR, il faut quand même en avoir conscience, c'est un des outils, en tout cas c'est notre point de vue chez Ciparex, le plus efficace pour financer l'innovation durable en France, qu'on soit une start-up, une PME, une ETI. C'est un outil efficace et c'est un outil indispensable. Je le rappelle parce que on a quand même eu des rumeurs à un moment où on se posait la question de savoir si on allait garder ce dispositif qui est indispensable. Donc, en France, on aime bien se plaindre. Il y a des dispositifs qui fonctionnent et nous, on en est des fervents partisans. Alors, deux exemples concrets. Donc, tu l'as dit, Franck, on est actionnaire d'un certain nombre de sociétés en France, 170 startups, 170 PME, 80 startups, essentiellement basées en France, dont les sièges sociaux sont basés en France. On a deux exemples très concrets à vous partager sur d'autres dispositifs qui ont fonctionné pour le développement de ces entreprises. Le premier, c'est grâce à EBF d'ailleurs, qui est un de nos partenaires, pour la PME, enfin l'ETI familiale Biscuit-Bouvard, dont l'usine est à Bourg-en-Bresse, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. On a eu un mix subvention et avance récupérable qui a permis quand même de financer 2 millions d'euros dans un projet d'investissement beaucoup plus important que ça. C'est important parce que sans cette aide, on n'aurait sans doute pas, ça n'aurait sans doute pas permis d'agrandir l'usine et de créer de l'emploi dans cette région, dans cette partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est finalement assez peu industrialisée. Pour un autre acteur qui est plus gros, les transports Jackie Perreno, hein, peut-être que vous connaissez, ça fait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est français, pareil, c'est en région, c'est dans la région d'Avignon. Là, on était sur un enjeu de transition énergétique de ce parc de véhicules, puisque le projet avance récupérable et subvention, d'ailleurs c'est souvent un combo qui marche très bien, a permis de financer l'électrification du parc. Et là, on parle quand même de 18 millions d'euros sur 2 ans qui ont été apportés par des financements français et européens. Et là, c'est sûr, on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas eu ces aides. Donc on voit bien, hein, ces dispositifs-là, ils sont indispensables à la fois pour faciliter le développement de ces sociétés et donc l'emploi, mais également financer la transition énergétique des sociétés dont on est actionnaire.
Et vos participations, vous les encouragez également à pousser effectivement des projets vers les financeurs publics? Exactement. Alors, ces financements, ils sont d'autant plus importants que quand on regarde les dossiers dans lesquels on investit, évidemment, il y a une multitude de facteurs. On a nos critères qui peuvent être différents d'ailleurs selon les fonds d'investissement, que ce soit dans les startups, des PME en equity, donc en capital ou en dette, puisqu'on fait ces différentes stratégies. Et effectivement, les financements, ils s'analysent dans sa globalité. Ça fait partie des critères qu'on regarde. Est-ce qu'on va pouvoir faire effet de levier sur ces financements-là ou pas? Ce qui est sûr, c'est que bien des projets qu'on regarde, notamment en capital risque, donc dans les startups, ne se feraient pas s'il n'y avait pas ces dispositifs français et européens. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt de l'État, hein, puisque effectivement, ces investissements, souvent on dit que les subventions sont des dons de l'État. Absolument pas, hein. L'État investit, nous on investit de l'argent privé, l'État investit de l'argent public, et ça permet effectivement de générer derrière des sociétés qui payent des taxes, des impôts, et ça développe effectivement l'attractivité des territoires et ça crée de l'emploi. Deux exemples concrets. Un, c'est une start-up Glimmer. Glimmer, on est dans l'univers du médical, et en 2024, donc c'est une société qui a une 50aine de collaborateurs en région. ABF a permis de lever 4,5 millions d'euros. À l'échelle d'une start-up, c'est colossal. Et puis, ces aides sont d'autant plus importantes que, comme on est dans l'univers du médical, on n'a pas de retour sur investissement à court terme, on est plutôt sur du moyen, voire long terme pour les sociétés qui sont notamment dans la deep tech. Et ça a permis clairement d'accélérer à la fois la R&D et le développement commercial en France et en Europe. Et l'autre exemple que je voulais apporter, c'est la société Atomelec. Alors là, c'est une PME en région qui conçoit et commercialise des dispositifs électroniques, pour faire simple. Et là, effectivement, on a été sur un montant un petit peu moins important, parce qu'on a moins de financement à moyen terme à apporter. Là, on était sur 1,6 million d'euros pour accélérer sur le développement européen. Donc on le voit bien, à la question que tu me posais pour préparer cette session, est-ce qu'on y serait allé ? Sans doute pas, ou pas dans les proportions. Donc on voit bien que la puissance publique française et européenne, à travers son soutien à l'économie, joue un rôle important dans les critères de décision d'un investisseur privé. C'est pas, selon les dossiers, ça peut être déterminant, ça l'est plus ou moins, selon la globalité, mais c'est surtout un signe. Ça montre que nous, les investisseurs, on veut s'assurer derrière qu'il y a un marché. Et quand une entreprise peut être soutenue par les fonds publics, c'est un signe important que ça va soutenir un écosystème, une communauté, un territoire, et donc au final, ça participe au fait de trouver un marché. Voilà. Merci beaucoup. Je rebondis du coup et je me tourne vers Charline. On a effectivement vu l'ADK sur lequel France 2030 a pris une part importante, et on voit nous souvent les entreprises qui commencent par l'échelle régionale, nationale des financements publics, et puis après, quand la maturité se développe, on va vers l'Europe, parfois. Et puis parfois, c'est l'inverse, et rarement. Et Charline, chez vous, chez TSE, ça a été l'inverse. Pourquoi, effectivement, avoir commencé par l'Europe avant de s'intéresser au fait des financements publics plus nationaux ? Alors, c'est vrai que nous, on a été lauréat d'un appel à projet européen qui s'appelle l'Innovation Fund Small Scale, avant un appel à projet national. Mais en fait, dans les faits, on avait d'abord déposé un dossier à un programme national, et il se trouve qu'on n'a pas été lauréat, et donc on s'est tourné vers des programmes européens. Et on fait un peu peut-être les choses pas dans le bon sens, parce qu'on est actuellement en train de préparer notre premier dossier pour une aide régionalisée. Mais ce que je pense, c'est pas tant en fait une histoire de sens, mais c'est plutôt de déterminer le bon programme selon le projet envisagé. Ouais, on en revient à la question effectivement des attentes du financeur par rapport au projet. C'est fait. On va s'arrêter un peu plus sur France 2030 et je vais faire attention au timing. Je vais sûrement sabrer un petit peu dans les slides.
Je vais pas revenir sur les grandes slides de France 2030. Vous avez là des données qui sont à fin d'année dernière. Vous avez la répartition régionale. Celles et ceux qui souhaiteraient, on a le diaporama, on peut le transmettre sans aucun problème. On vous le partagera avec grand plaisir. Je vais surtout aller sur ce qu'on a vu, nous, sur le circuit, le parcours d'un dossier France 2030. On est sur un process qui est un peu particulier par rapport à d'autres dossiers de financement public. On commence d'abord par un pré-dossier léger qui, s'il passe, va aller sur un oral, une présélection, qui, si on passe, va sur un dossier complet, puis un sujet d'instruction approfondie avec des allers-retours avec les instructeurs de dossier sur le projet, les jalons, la forme de l'aide, les formes de l'aide, le montant des versements, le moment des versements, pour arriver à une décision, puis un conventionnement. L'ensemble de ce process dure en moyenne entre 8 à 10 mois. C'est long. Il faut effectivement que ça corresponde au temps du projet. Et il ne faut surtout pas négliger non plus qu'une fois que ça c'est fait, il y a la question du suivi du projet. C'est-à-dire qu'il va falloir justifier le bon avancement du projet aux financeurs publics. Ça perturbe. Au-delà effectivement ce parcours qui est relativement long, Charline, Ronald, je vais vous inviter aussi à réagir dessus. Vous l'avez pratiqué tous les deux, Ronald d'ailleurs à plusieurs reprises sur France 2030. Quel a été pour vous le moment dans l'instruction, dans ce parcours, le plus difficile ou le plus important ? En fait, pour le projet qu'on a déposé à un programme national pour lequel on a eu un refus, en fait, évidemment, le moment le plus difficile a été l'oral, parce qu'on a fait face à un certain nombre d'experts qui nous ont levé beaucoup d'interrogations. Ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, on a eu un refus, et donc du coup, on a retravaillé le dossier. On a pris en compte un certain nombre de leurs points pour les intégrer dans notre projet. Notamment, ils nous remettaient en cause le partage de données qui n'était pas suffisant avec certaines instances. Et donc, on a ensuite redéposé un dossier pour lequel on a été lauréat. Oui, bonjour à tous. Nous sommes effectivement lauréats de France 2030, 4 fois lauréats. Donc, avec des projets qui vont d'une durée de 18 mois à 48 mois. Donc, c'est juste pour dire une typologie qui correspond à un appel à manifestation d'intérêt, 2 projets au titre d'appel à projet, et enfin un 4e projet en tant que IDEMO région. Alors, ce retour d'expérience me permet de vous dire que chaque étape est importante, mais je rejoindrai Charline. Le conseil, c'est sans doute de se faire accompagner, se faire labelliser par un pôle de compétitivité, par exemple, parce qu'au cours d'un oral de préparation, enfin de validation d'une éventuelle labellisation, on a eu un retour d'expérience qui nous a permis effectivement de revoir notre copie en quelque sorte et de mieux postuler auprès de BPI France, qui est l'opérateur, comme vous le savez, du SGPI. Donc chaque étape est clé. Je pense que ça dépend également des consortiums. Lorsqu'on fait appel à des académiques, à des grands groupes, à des PME, cette typologie, vous en doutez, amène une variabilité dans les relations, dans la rapidité des échanges, etc. Mais j'ai envie de dire qu'il faut vraiment soigner ces dossiers. La météo France 2030, ça vous a pas échappé, a un peu changé aussi. Donc, les contraintes budgétaires étant ce qu'elles sont, les dossiers doivent être vraisemblablement encore mieux travaillés pour pouvoir passer. Merci beaucoup, Ronald. On va rester un peu encore sur France 2030 et juste un retour d'expérience sur lequel je vous demandais également de réintervenir, Charlie et Ronald. Nous, on a identifié à notre niveau des facteurs de succès, dont quelques-uns sur lesquels je vais m'arrêter. L'importance effectivement du pitch. Ce moment de l'oral fait que vous allez après passer l'étape pour après pouvoir continuer et engager la démarche. C'est un élément effectivement qui est clé dans le parcours de France 2030. Et en parallèle du pitch, à un moment donné, si vous le passez, très rapidement, on va demander un dossier approfondi et qui va devoir arriver relativement vite. Donc nous, on a toujours dit à nos clients, préparons en parallèle ce dossier pour ne pas se retrouver contraint par le temps si jamais ça passe.
la question du conventionnement. Un conventionnement, c'est un contrat avec un financeur public, donc avec l'État, qui va vous engager, qui va engager l'entreprise à un projet, à faire un projet, à mener des dépenses dans une temporalité sous certaines conditions, et qui va engager le financeur public à libérer de l'argent sous certaines conditions. C'est un contrat ça se négocie. Donc il est important aussi de pouvoir se dire, est-ce que les jalons sont les bons, ne sont pas les bons, est-ce que les montants sont les bons, ne sont pas les bons. Il y a matière effectivement à bouger des curseurs et à bien les comprendre. Et ce moment du conventionnement, il est pour nous extrêmement important. Le dernier point, c'est anticiper un éventuel échec. Est-ce que l'effort rédactionnel que j'ai fait, je ne peux pas l'utiliser sur un autre dispositif et anticiper la possibilité de cumuler cette intervention avec une autre intervention d'un autre financeur public sur tout ou partie du projet ou une autre brique du projet ou une autre incidence du projet, de façon à optimiser, on en revient, les effets de levier sur le plan de financement qu'on évoquait tout à l'heure. À nouveau, Charline, Ronald, pour vous, dans vos dossiers, ça a été quoi les facteurs de succès ? Sur quoi vous avez été le plus challengé par les financeurs publics ? Pour notre dernier dépôt, ce qui a été clé, c'est la justification de l'aide. C'est-à-dire de démontrer que le projet était difficilement envisageable sans un soutien financier des pouvoirs publics. Donc en gros, que le projet n'était pas viable économiquement sans aide. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est justifier l'incitativité de l'aide. C'est-à-dire que l'aide aura un vrai effet de levier sur l'ambition, la scalabilité du projet et la portée du projet. En ce qui nous concerne, je pense qu'on a toujours eu un positionnement où on a essayé de démontrer que l'aide, la subvention, l'avance remboursable accélérerait l'échelle de temps. Donc nous, on apporte une brique techno, on s'est retrouvé dans des consortiums avec des grands groupes. Et donc, quelque part, il y avait un deuxième critère, c'est la perspective industrielle, qui d'ailleurs devient de plus en plus exigeante, même si vous êtes à des niveaux de maturité plus faibles, c'est-à-dire, comme vous le savez, on a une échelle qui va de 1 à 9, 9 étant lorsque vous êtes en phase de commercialisation. Même si vous êtes sur un TRL de 7, donc pas encore en phase de commercialisation France et export, l'opérateur va vous demander des perspectives industrielles, ce qui est un exercice quand même pas forcément évident, d'autant que si vous êtes à la base sur un programme de 36 mois, voire 48, on vous dit de vous projeter au fond dans 5 à 6 ans. Donc il faut vraiment, autant que se peut en tout cas, valoriser le potentiel économique, la filière industrielle évidemment, pour pouvoir mieux obtenir la subvention, l'avance remboursable. Merci beaucoup Ronald. On poursuit le propos. On a parlé France 2030, on a parlé de différents acteurs de financement public. On va s'arrêter un petit peu sur l'Europe. J'aurais tendance à dire il y a souvent un fantasme de l'aide européenne. Alexandre, là, qui s'affiche les grands budgets européens pour la programmation 2021-2027. On va faire... La question va être simple. Est-ce que c'est plus difficile, plus facile de mobiliser une aide européenne ou une aide française ? Alors, merci Franck. Alors, la question est simple, la réponse est simple. Non, c'est pas plus difficile d'aller chercher des financements européens que d'aller chercher des financements nationaux. Déjà, peut-être en préambule, pour donner quelques métriques et quelques données numériques, le budget de l'Union européenne, c'est 2000 milliards d'euros qui se ventilent d'un côté dans le cadre du programme, du cadre financier pluriannuel, donc 1200 milliards pour la période 2021-2027 et 800 milliards d'euros supplémentaires au titre du plan de relance européen à l'issue de la crise Covid. Sur ces 800 milliards d'euros, la dotation de la France est de 40 milliards d'euros, qui a été consommée d'ores et déjà à hauteur de 30 milliards d'euros, faisant de la France le pays ayant consommé la plus grosse partie de son budget du plan de relance européen, en ayant consommé déjà 75% de son plan de relance européen. Donc, pour répondre de manière beaucoup plus précise à la question, non, ce n'est pas plus difficile, c'est même plus facile, pour la simple et bonne raison que
on n'est pas soumis au fameux régime d'aide qu'il peut y avoir au niveau national. Les financements au niveau européen se font exclusivement sous la forme de subventions. On n'est pas sur différentes typologies d'aides comme on peut avoir au niveau national avec des mixtes subventions, avances remboursables. On n'a pas de taux de financement également qui sont différenciés en fonction de la taille d'entreprise, savoir si on a une PME, une ETI ou une grande entreprise. Tout le monde est logé à la même enseigne pour la simple et bonne raison que chaque programme de financement européen a ce qu'on appelle le work programme, donc son programme de travail qui définit les règles de candidature et de financement auxquelles toutes les entités peuvent prétendre. Donc finalement, la seule complexité dans les financements européens, vous avez une overview des principaux programmes sur lesquels nous, on est amené à travailler au quotidien, c'est d'arriver à identifier le bon programme, arriver à l'identifier dans le bon timing, de sorte à pouvoir candidater au bon moment. Après, tout ce qui va être toutes les questions de méthodologie, de rédaction des dossiers, ça c'est des choses que nous on pratique au quotidien, donc sur lesquelles il n'y a pas vraiment de sujet finalement. On voit là, à l'écran, au-delà des programmes qu'on évoquait et des budgets, les grandes priorités de la Commission européenne qui sont effectivement qui se déclinent sur 6 grands piliers. Pareil, on va accélérer, je ne vais pas forcément m'arrêter dessus, je vais plutôt me tourner vers Charline et Ronald. Charline, vous l'avez utilisé avec succès. Le regard sur, même si c'est encore en cours finalement, parce qu'on est lauréat, mais qu'est-ce qui se passe après et puis Ronald, la question pour vous sera, vous avez fait du France 2030 et est-ce que l'Europe, ça vous inspire, ça vous appelle quoi? Donc, comme je le disais plus tôt, on a été lauréat donc, de l'Innovation Fund Small Scale, pour lequel en fait, on a déposé un projet d'ombrière agrivoltaïque, qui est un produit vraiment made in TSE, qu'on a développé en interne. Et donc, c'est un projet qui faisait à peu près un peu moins de 7,5 millions d'euros de CAPEX, pour lequel on a une subvention de 2,7 millions d'euros. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour déposer à l'Innovation Fund, il faut constituer une multitude de documents et de formulaires selon les formats de la Commission européenne, ainsi que tout un business plan et un fichier de calcul d'émissions carbone évitées. Donc c'est vrai que c'est une constitution de dossier qui est très exigeante. Ensuite, une fois qu'on est lauréat, on a toute une période de questions-réponses avec la Commission européenne pendant 1 ou 2 mois avant de signer le contrat. Et ensuite, une fois que le projet démarre, on a quand même tout un reporting à faire qui est assez conséquent. Donc, mon conseil, c'est quand même d'être accompagné et d'être bien accompagné pour être sûr de répondre au mieux aux prérogatives de la Commission européenne et aussi d'avoir finalement un retour d'expérience sur les facteurs clés de succès pour être lauréat. Alors effectivement, on a un exemple ce matin de 2 stratégies différentes, l'Europe d'abord et puis la France. Et nous, c'est effectivement le cheminement plus classique que Franck a évoqué, puisque pour notre petite histoire, on a été bourse French Tech Emergence, on est lauréat e-Lab en 2019, et puis on a continué avec de l'Innovop et puis du France 2030. L'Europe nous intéresse, je pense que ça a été dit, je pense qu'il faudrait qu'on soit accompagné, parce que on est dans un autre registre d'exigence, je pense encore. Donc, quelque part, voilà, oui, c'est une étape qu'on pourrait envisager. J'aimerais juste conclure pour revenir sur un point que tu as évoqué, Franck, à savoir lorsqu'il s'agit de conventionner, juste pour votre information, il est effectivement important de regarder un certain nombre de critères. Je pourrais en prendre un, il y en a plusieurs. C'est celui, par exemple, lors de la signature, vous avez un premier versement. Dans votre prévisionnel de trésorerie, vous avez anticipé ce versement sous couvert qu'il n'y ait pas de conditions, d'exigences associées à la signature de cette convention, je parle de France 2030, avec un document. Et en l'occurrence, celui qui surgit bien souvent, c'est l'accord de consortium. Et donc, si vous avez une combinatoire qui consiste à dire « je signe », mais vous devez avoir un accord de consortium, vous l'avez sans doute compris, tout dépend avec qui vous êtes. Et si vous vous retrouvez avec des instituts publics, etc., et ça a été l'un de nos cas, mais heureusement, on n'avait pas cette clause-là, juste pour vous dire, il a fallu 1 an
1 année pour que cet accord de consortium soit signé. Donc vous voyez la pénalité si vous oubliez de regarder. C'est qu'un exemple. Il y en a sûrement d'autres, vous les connaissez peut-être d'ailleurs, mais c'est juste pour dire qu'il y a une vigilance au moment de l'euphorie qui consiste à dire ça y est, on est lauréat, c'est super, j'ai le contrat de la BPI. Il faut être quand même vigilant et il y a d'autres critères à regarder aussi. Et tout à fait. Merci beaucoup, Ronald. Merci, Charline. Nicolas, je me retourne à nouveau vers vous. On l'a déjà évoqué quand même en introduction. Les financeurs publics cherchent à intervenir sur des projets et à soutenir des impacts, quelque part créer de la valeur environnementale, technologique, sur des filières économiques également. Est-ce que ce sont les mêmes critères que les critères que vous regardez, vous, en tant qu'investisseur ? Alors, effectivement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure lors de ta deuxième question. Évidemment que l'État a ses propres critères, des critères exclusivement d'intérêt général et d'intérêt économique. Nous, on va regarder des critères prioritairement économiques, mais ce qui est sûr, c'est que... alors, je vais distinguer ce qui concerne les startups des PME, parce qu'effectivement, les critères sont très différents. Mais sur les startups, on a besoin d'avoir l'État, au sens où la puissance publique française ou européenne, en soutien. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un signe, un marqueur qui vient parmi d'autres crédibiliser un marché, un acteur ancré dans son écosystème. Et ça, c'est autant de signaux plus ou moins faibles qui viennent finalement convaincre, participer au fait que le projet est bon, le projet est viable. Ça apporte un regard supplémentaire à la crédibilité du dossier. Donc c'est un élément à la fois important pour nous inciter à y aller sur cet angle-là, mais également un élément important dans le montage financier global d'un projet d'investissement pour un investisseur privé. Ouais, donc dans le plan de financement global, on voit que ça a effectivement un intérêt aussi dans votre regard. Je vais tourner à nouveau vers Charline. TSE, c'est 130 millions d'euros levés auprès d'acteurs privés. C'est un peu plus de 8 millions d'euros de financement public. Qu'est-ce qui a été le plus facile et comment voyez-vous aussi cette complémentarité ? Donc TSE a levé en 2023 130 millions d'euros donc en financement en fonds propres auprès d'investisseurs bien connus que sont BPI France, Crédit Agricole et Eurazeo. Et cette levée de fonds, elle servait à financer le développement de l'entreprise. Si je compare avec des aides publiques, ce qui pour moi quand même reste le plus complexe, c'était quand même cette levée de fonds pour plusieurs raisons, parce que quand on fait une levée de fonds, on fait entrer des nouveaux investisseurs au capital d'une société, donc ils ont des exigences très poussées parce qu'ils prennent un risque qui est important dans la société, donc ils vont réaliser des audits en profondeur. On a des négociations complexes sur la gouvernance de l'entreprise, toutes les prises de décision et aussi sur la valorisation de l'entreprise. Donc, ce qui fait que ça peut mener à des situations de tension un peu fortes pendant ces négociations. Après, il y a quand même des choses qui se ressemblent. Les aides publiques, c'est quand même des process administratifs qui sont aussi longs, qui sont lourds. On a une constitution de dossier qui est exigeante. Par contre, les critères sont plus définis. Si je vois une complémentarité entre les deux, c'est qu'on peut à la fois se financer en fonds propres et à la fois se financer en aide publique. Pour moi, le choix du financement en fait se fait selon le besoin de la société. Merci beaucoup, Charlie. On arrive sur la fin de la conférence. On a un petit peu de temps pour des questions-réponses si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas. Et le temps que quelqu'un éventuellement se décide pour une question, il y a un point qu'on n'avait pas abordé et qui me vient. Ronald, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, il est structuré comment, le capital de YumTech ? Est-ce qu'il y a des acteurs privés qui sont arrivés de l'extérieur ?
des fonds d'investissement ou autres acteurs Non. au capital? Non, pour le moment, toujours tout seul aux commandes. Oui, sur fonds propres et financement. Et justement, la complémentarité entre financement public et ces financements privés, donc un autre acteur qui a le capital, comment vous l'envisagez? Ou vous l'envisagez pas? Nous, on est une deep tech. Donc, en fait, c'est relativement long de pouvoir adresser le marché. On a une offre produit. On s'est efforcé d'avoir un produit concret. Mais pour avoir les métriques qui conviennent au privé... A priori, il faut qu'on arrête. C'est impossible. Je tiens à vous remercier tous pour votre participation chaleureusement. Et on espère que cette conférence vous aura aidé, éclairé. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, on est présent sur le stand de toute façon. Merci beaucoup.